Alors, on va voir un peu des nouveaux visages de la tech française et puis on va parler surtout du rôle que peut tenir le jeu vidéo dans cette quête de diversité. On en parle avec Madi Sedi, porte-parole de Diversity Days. Bonjour Madi. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. Jennifer Lufo, experte en communication, gestion des communautés dans le secteur du jeu vidéo. Vous êtes la fondatrice d'Afro Gameuse. Bonjour et bienvenue également. Bonjour. Et à côté de vous, Joël Kiama, CEO et directeur des affaires de Moon&Jo Entertainment. Bienvenue également. Bonjour Delphine. On va commencer avec quelques chiffres sur ce secteur du jeu vidéo, Madi. Absolument. Sur le secteur du jeu, donc la réalité, c'est que dans le secteur du jeu, on a une représentativité de la diversité qui n'est pas encore au point. Le chiffre que j'ai, le chiffre du mois, ça va être 21%. 21%, c'est un chiffre qui nous vient de l'association Women in Game. Ouais. Seuls 21% des femmes, en 2021, étaient dans les studios de jeux vidéo. Wow. Ce qui ne fait pas beaucoup. Et toujours pour continuer dans cette sous-représentation, il faut savoir que ce n'est pas seulement une question de genre. On a exactement le même résultat si on s'intéresse à une représentation ethnique, si on s'intéresse à une représentation plutôt du handicap ou des LGBT, malheureusement. Et c'est assez paradoxal parce que l'industrie du jeu est quand même une industrie puissante. Mais malheureusement, dans les chiffres, elle s'adresse à tout le monde. Donc il y a une vraie diversité dans son public, un marché puissant, mais en réalité qui est très peu représentatif de ce qu'est la réalité du monde. En coulisses, quoi. Ceux qui fabriquent le jeu ne sont pas du tout représentatifs du public, puisqu'aujourd'hui, on parle vraiment d'une tendance, c'est même plus une tendance, quoi. C'est un fait de société. Absolument. Absolument. Donc ça représente que 21%, malheureusement, mais on a une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui s'attachent à faire changer les choses, à faire en sorte qu'on ait un écosystème du jeu beaucoup plus inclusif. Ouais, et on a 2 représentants en plateau. Absolument. En plus, grâce à vous d'ailleurs. Alors, on va commencer avec Jennifer Lufo, donc Afro Gameuse. J'ai cité le nom de votre initiative. Qu'est-ce que c'est exactement ça ? Alors, Afro Gameuse, c'est une association qui est née en 2020, que j'ai fondée à travers ma propre expérience de joueuse. Normalement, vous comprenez un peu le principe déjà à travers le nom de l'initiative, mais globalement, c'est une plateforme que j'ai créée pour réunir et pour faire s'entraider prioritairement les femmes afrodescendantes, donc plutôt des personnes qui me ressemblent, parce que j'ai vécu beaucoup le sexisme et le racisme en ligne en jouant aux jeux vidéo, que c'est une expérience que je pensais être la seule à vivre, et puis en fait, en créant l'association, en m'exprimant sur ces sujets-là, je me suis rendu compte que non, je n'étais vraiment pas un cas isolé. Parce que derrière le jeu vidéo, on peut se cacher. Exactement, on pense que c'est que du virtuel. Ouais. Bien sûr, en fait, le virtuel a quand même un impact sur la réalité. Le sexisme, il existe en ligne quand on joue aux jeux vidéo en ligne. Comment ? Quand on nous dit tous les 2 jours de retourner dans la cuisine parce qu'on joue un personnage féminin, par exemple, ou parce qu'à travers notre pseudo de joueuse, on a un pseudo plutôt à consonance féminine. C'est des choses comme ça qui vont permettre aux gens d'identifier derrière l'écran une femme qui joue avec eux. De la même manière, jouer un personnage noir, utiliser streamer sur Twitch par exemple et se montrer de manière aussi vulnérable, c'est aussi une des raisons qui vont oui, parce qu'en fait on s'expose, finalement. On est authentique, on est là à la base pour passer un bon moment avec des personnes qui nous regardent jouer par exemple, mais au final ça peut très vite se transformer en des espaces toxiques puisque le fait qu'on se montre est une raison pour certaines personnes de nous insulter et de nous dire qu'on n'est pas à notre place en fait. Ouais. Donc Afro Gameuse, c'est une association, déjà aujourd'hui on commence à avoir un peu plus de 600 membres en France et dans le monde. Et donc l'objectif, c'est d'encourager en fait une meilleure visibilité, une meilleure insertion professionnelle de toutes les populations marginalisées, en commençant bien sûr par les femmes, les personnes racisées, la communauté LGBTQIA+, et les personnes en situation de handicap aussi. Et on essaie de travailler avec les studios de jeux vidéo, avec tout l'écosystème du jeu vidéo pour faire en sorte que le monde du jeu vidéo soit plus inclusif dans les studios, à travers la visibilité des joueurs et aussi à travers le contenu même des jeux. Mais ça passe par quoi alors ? C'est des conférences, c'est des cercles de dialogue, quelles actions très concrètes vous menez ? Alors déjà, il y a tout simplement le fait de visibiliser. Parce qu'on se dit qu'à force de marteler notre existence et de nous montrer, à un moment donné, on arrêtera peut-être de questionner notre place en fait dans ce milieu. Ensuite, il y a la question de l'insertion professionnelle. On l'a dit avec les chiffres derniers. D'ailleurs, en 2023, c'est 24% maintenant de femmes qui sont dans l'industrie. Preuve que les actions qui sont mises en place fonctionnent, mais qui fonctionnent quand même lentement. Ça va lentement. Donc, la place de l'insertion professionnelle, où nous, on va beaucoup parler des métiers aux jeunes filles
familles, on va dans les écoles, on va organiser plein d'événements. En mars, par exemple, nous avons organisé Gaming Queens, qui est un événement où nous allons inviter plusieurs femmes du jeu vidéo qui travaillent dans le domaine, qui créent des jeux, à venir prendre la parole pour parler de leur parcours, parce que le principe de rôle modèle est aussi hyper important, hyper valorisant pour arriver à se projeter en fait dans le domaine. Et au-delà de ça, on va aussi s'associer avec des studios de jeux vidéo comme Ubisoft, qui est l'un de nos partenaires, comme Virtuose et plein d'autres, qui nous soutiennent financièrement bien sûr, mais qui parfois souhaitent aussi avoir nos avis. Moi par exemple, je suis consultante en inclusion dans le jeu vidéo, donc j'aide en fait les studios de jeux vidéo à se débarrasser de tout ce qui est stéréotype dans les contenus de leur jeu. Ça veut dire qu'ils ont une démarche vraiment positive. La démarche est positive, elle n'est pas... S'ils viennent vous chercher elle n'est pour pas avoir forcément des conseils. faite par eux tous. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi aussi, en fait, maintenant avec l'association, c'est des sujets qui sont beaucoup plus mis en avant. Et puis, en dehors de ça, les joueurs aussi prennent beaucoup la parole sur les réseaux sociaux, sur Internet, chose qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire avant, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, c'est pas juste une démarche des studios, c'est vraiment une exigence, en fait, de la part des joueurs et des joueuses, qui estiment aussi qu'ils ont envie de se voir représentés à l'écran, mais de manière positive. Ils payent pour ces jeux. Les jeux sont faits pour tout le monde, on le disait tout à l'heure. Donc, ils méritent aussi de se voir dedans et de manière positivement représentés. Et quand vous avez décidé de lancer cette association, il a fallu se poser la question quand même du financement pour avoir des actions. Ça coûte de l'argent. Vous l'avez dit, il y a certains studios qui vous soutiennent. Vous êtes tout de suite allé les voir ? Ça a été simple. Pour le qui est-ce qui a joué le jeu? C'est qu'à dire. Qui n'a pas voulu s'inclure dans cette démarche? Je dirais que les premiers soutiens en fait de l'association, faut savoir qu'on a commencé par un crowdfunding, une campagne participative de financement qu'on a posté sur les réseaux sociaux, et c'est tout simplement les joueurs et les joueuses qui étaient les premiers à nous soutenir financièrement. D'accord. Ensuite, les studios sont arrivés après. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'on commençait à prendre un peu de place aussi, qu'on prenait beaucoup la parole sur ces sujets. Donc, je pense qu'ils avaient aussi besoin qu'une initiative comme celle-là naisse pour trouver des personnes vers qui s'orienter pour répondre à ces questions, tout simplement. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement ceux qui viennent vers nous, ceux qui ne nous connaissent pas aussi, il faut le dire, mais aussi on fait la démarche maintenant d'aller un peu plus vers les gens pour leur dire, écoutez, là, ce que vous nous avez proposé, ça va pas trop. Le but, ce n'est pas de faire de la censure, c'est plutôt de leur montrer que avoir cette diversité, notamment dans le contenu de leur jeu, ça peut vraiment être une richesse en fait pour les histoires qu'ils vont raconter, parce que les joueurs et les joueuses ont vraiment soif de nouvelles histoires, et donc ça peut être un véritable vecteur déjà de tolérance, parce que à mon sens le jeu vidéo c'est vraiment un médium qui peut encourager la tolérance, mais au-delà de ça c'est vraiment aussi quelque chose qui peut présenter des différentes formes d'histoires qu'on ne connaît pas encore et qu'on peut découvrir à travers lui. Donc, on est vraiment dans le sujet là, du jeu vidéo qui, à la fois, pose des questions quand même d'inclusion, mais peut-être aussi un vecteur de croissance de cette inclusion. Enfin, en tout cas, vous en êtes convaincu. Moi, je suis très optimiste vis-à-vis de ça, sinon je ne ferais pas ce travail, clairement, même s'il est très lent. Et je sais que vous êtes lauréate du prix Top Leader des moins de 35 ans, mais aussi de la liste des Game Changers 2023 de Games Industry Biz. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, on a un rôle modèle clairement en plateau. Alors, on va passer à vous, Joël Kiama, donc CEO et directeur des affaires de Momenjo Entertainment. Il ne faut pas que j'oublie la fin du nom de votre entreprise. Expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que là, c'est peut-être un peu moins simple à deviner. Yes. À partir du nom. Yes. Momenjo, qu'est-ce que c'est? Momenjo, c'est un studio de jeux vidéo inclusif qui a pour mission de rendre accessibles les cultures africaines tout en leur donnant une place dans l'imaginaire collectif. Donc, vous créez des jeux vidéo? Exactement, nous créons des jeux vidéo. D'ailleurs, très récemment, nous sommes en train de développer un jeu vidéo qui a pour caractère... c'est un jeu qui aura cet aspect Est-ce que c'est ce qu'on voit à l'image, là? C'est ce que l'on voit, exactement. Ok. C'est ça, c'est ce que l'on voit là. On a mis l'accent sur une hyène, parce que les hommes hyènes sont assez réputés en Afrique. Notamment, si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a pas mal de mythes autour de ça. C'est d'ailleurs pour ça que là, actuellement, nous sommes en train de fonder un jeu qui aura cette connotation sociale, culturelle, mais également innovante. Et notre but, c'est de créer un jeu qui pourra permettre à un grand nombre de personnes de connaître ces cultures. Notamment, nous sommes sur le projet d'un jeu d'action, aventure, avec des personnages en 3D, comme vous voyez, autour d'un univers afrofuturiste, avec aussi des personnages tels que des mythes, des divinités, des légendes. Donc, Delphine, l'avantage de jeu, c'est que vous pourrez jouer toute seule ou
vu qu'on est en train de mettre en place le mode en ligne, vous pourrez jouer aussi avec le reste du monde. Et pour ne pas oublier, l'un des aspects du jeu également sur lequel nous travaillons, c'est que c'est un jeu mobile, gratuit, avec une encyclopédie intégrée, à l'instar un peu de Pokémon. Quel genre d'encyclopédie vous voulez dire? C'est-à-dire toute une documentation finalement sur les personnages? Documentation, exactement. À l'instar un peu de Pokémon avec le Pokédex, ou d'Assassin's Creed avec le Codex. Là, sur l'Afropédia, vous pourrez trouver la force de ces mythes, ces légendes, ces divinités, leurs faiblesses, leur lore, leur histoire, leurs légendes, leur but, leur motivation et même leur credo. Et qui est-ce qui l'écrit, cette Afropédia? C'est notre équipe et nous travaillons également avec des anthropologues et des historiens. Carrément un projet encyclopédique. C'est très très ambitieux. Un jeu vidéo, un projet encyclopédique. Exactement. Et on retrouve beaucoup cet aspect, notamment, je vous ai cité Pokémon, qui le fait aussi, Assassin's Creed, ou encore d'autres jeux qui le font, mais pas avec cette dimension africaine. Oui. Il n'y en a pas du tout aujourd'hui de jeux qui véhiculent cette culture africaine ou qui en reprend des codes? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a peu. Il y en a peu qui se comptent sur les doigts de la main. On peut penser à Orient, Legacy of the Coriodan, qui est un jeu camerounais, donc made in Africa, il faut le dire. Pour que ça existe, c'est qu'il a fallu que ça soit créé sur le continent aussi. On a The Ouagadougou Chronicle, qui est un partenariat entre le Ghana et l'Allemagne, mais il manque encore en fait des jeux de la sorte qui vont vraiment pouvoir apporter une véritable dimension apprenante. Parce que là, voilà, au-delà du jeu, c'est vraiment une dimension culturelle, éducative finalement. Exactement, il y a un aspect très ludique, éducatif. Après, c'est vraiment un jeu d'action, aventure, sur lequel nous allons pouvoir grandir avec nos personnages. On a aussi la possibilité de jouer avec plusieurs personnages. Et nous nous sommes inspirés des jeux comme Orient. Parce que ça, c'est la condition sine qua non pour que ça ait un écho, pour que ce jeu puisse être adopté largement. Exactement. C'est vrai que même par rapport à des études le disent qu'aujourd'hui, le jeu, c'est un outil très important pour permettre aux gens d'apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que nous, le genre de jeu que l'on crée se nomme le gacha. En fait, pour vous traduire, c'est un jeu de collection. C'est-à-dire qu'il y a des personnages en 3D comme ce que vous avez pu voir, mais derrière, on peut les collectionner. C'est-à-dire au départ, vous jouez avec ces personnages. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir en découvrir d'autres, améliorer ces personnages, jouer avec un maximum de personnages. Et derrière, là où on met l'accent, c'est au niveau des histoires. Les personnages ont tous des histoires captivantes. Et en jouant, vous pourrez aussi découvrir plusieurs types de bruits différents, notamment des bruits de nature, des chants tribaux et des musiques faites en collaboration avec des artistes locaux. Ah, super. Et vous en êtes où sur le développement du projet, à la fois du côté encyclopédique et du côté du jeu? Sur le côté encyclopédique, là, nous avançons bien, dans le sens où nous avons le directeur narratif qui est en charge de ce board-là. Elle travaille en direct avec des historiens, des conteuses et d'autres personnes. Maintenant, nous, avec nos équipes artistiques et autres, nous sommes en train de développer un trailer. Et j'espère que vous le regarderez bientôt, Delphine. Et quelles sont les échéances, selon vous, pour la sortie du jeu? Quand est-ce qu'on pourra commencer à le découvrir? Déjà, fin 2024. Fin 2024. Fin 2024, on va sortir une démo qui sera jouable pendant une vingtaine de minutes, histoire de permettre aux joueurs et aux passionnés de culture africaine ou de mythes de pouvoir découvrir des éléments de décor tels que le jeu, les musiques dont je vous parlais. Et normalement, le jeu devrait sortir en 2026. Quels sont les investisseurs qui vous suivent? Pour le moment, il n'y a pas d'investisseurs. Alors là, c'est prévu. Oui, c'est prévu, j'imagine. C'est un appel. C'est un appel que vous lancez ou vous avez déjà des pistes très sérieuses? On a déjà des pistes, mais c'est un appel que je lance également. Parce qu'un jeu comme ça a besoin de fonds. Et sans fonds, en fait, un jeu comme ça va se développer, mais difficilement. Madi, un peu d'actualité du côté de Diversity Days. Alors, nos actus chez Diversity Days, on a Vivatech, qui est donc le plus grand salon de la tech et de l'innovation au niveau européen. Qui arrive bientôt, oui, je crois, de mémoire, du 22 au 25 mai. Alors, on va avoir au sein de Vivatech 2 événements, notamment l'Ethical Game Jam, qui est donc... on va reparler du jeu. Absolument, on va reparler du jeu à Vivatech. Et là, c'est un événement qui est porté par Michael Delova. L'idée, c'est un événement, d'ailleurs, c'est une première. C'est un événement ouvert à tous. Donc, on va avoir les amoureux du jeu, on va avoir les développeurs, qu'on va mettre au même endroit avec les créateurs de jeux. Et l'idée, c'est de créer ensemble un jeu, des jeux en tout cas, plus inclusifs et éthiques. L'idée globale, l'objectif, c'est de sensibiliser à la responsabilité sociale et éthique des développeurs pour faire en sorte justement que les jeux ressemblent plus à tout ce qu'on a cité là tout à l'heure, des jeux plus éthiques, des jeux plus inclusifs, qui aient plus de rôle modèle, que les gens se reconnaissent davantage dans le jeu. Ça, c'est notre première actualité.
La deuxième, évidemment, c'est Impact Builders. C'est donc un programme que nous avons en commun avec Vivatech. L'objectif de ce programme, alors on choisit 9 entrepreneurs qu'on va mettre en lumière pour Vivatech. Donc, ils vont pouvoir bénéficier de coaching, ils vont pouvoir pitcher leur projet. On leur crée des rencontres sur mesure. Donc, ils vont rencontrer des gens qui vont pouvoir les accompagner. Ils vont avoir un stand. Donc, l'idée, c'est que Vivatech soit vraiment le lieu de leur mise en lumière, de se faire du réseau, d'aller à la rencontre des autres. D'ailleurs, j'invite les gens à venir les écouter parce qu'il va y avoir un lieu dédié où vont être ces entrepreneurs, venir les écouter, venir les rencontrer, venir découvrir leur projet. On y sera. Évidemment. Bah, Je me permets de placer- Je me permets de faire quelque chose. Au niveau de l'Impact Builder, Très vite. j'en ferai Ouais. aussi partie. Donc, Super. venez pour découvrir Donc, il notre sera- univers. Voilà. C'est chouette. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que là, on a 2 projets qui sont super et qui sont soutenus par Diversity Days. Absolument. Et l'association. Exact. Merci beaucoup à vous tous. Merci Madi Sedi, porte-parole de Diversity Days, Jennifer Lufo, fondatrice d'Afro Gameuse, et Joël Kama, qui est CEO, directeur des affaires de Moonemjo Entertainment. Allez, à suivre, c'est la chronique dans Smart Tech. On va parler encore des intelligences artificielles.